Bonjour à tous, Alexandre German, analyse de marché chez XTB, et aujourd'hui on se retrouve pour notre émission hebdomadaire Matières premières et fondamentaux. Et au programme cette semaine, nous allons parler du pétrole, du gaz naturel, de l'argent et du cacao. On commence tout de suite par le pétrole, qui a fortement baissé en début de semaine après 3 jours de gains en fin de semaine dernière, en raison d'une grande certitude sur la stabilité de l'approvisionnement. La pression haussière de la semaine dernière était liée d'abord à l'incertitude sur l'approvisionnement russe, des attaques ukrainiennes sur les infrastructures russes en mer Noire ont contribué à la hausse des prix du pétrole, et les sanctions américaines contre les deux plus grands producteurs russes, Lukoil et Rosneft, qui sont en vigueur depuis désormais 2 mois, soutiennent également les cours. Ces sanctions qui, par ailleurs, s'inscrivent dans un contexte délicat pour Lukoil, qui chercherait à revendre ses activités internationales. Gunvor, la société suisse, s'était positionnée pour le rachat des activités internationales de Lukoil. La Maison Blanche a posé son veto et désormais Carlyle semble être en pole position pour acquérir ces activités-là. L'EIA, qui est l'agence d'énergie américaine, prévoit un prix du Brent à 54 $ au Q1 2026 et une moyenne de 55 $ sur l'année 2026. Ce chiffre a été révisé à la hausse de 3 $ grâce justement à la demande chinoise et aux sanctions contre la Russie. On va observer ça sur le graphique juste ici, avec les prix du pétrole, américain, donc le WTI. Donc on a les prix historiques depuis 2020 et on a également la projection justement de l'EIA en bleu juste ici, et également la courbe des futurs en vert. Il faut savoir que la courbe des futurs est en légère backwardation sur la partie courte et en fort contango à partir des maturités de 1 an. On constate que les prévisions de l'EIA sont inférieures à la courbe des futurs actuelle. L'EIA prévoyant une baisse forte des prix du pétrole au premier trimestre, même 2026, avant une stabilisation à partir du second trimestre, ce qu'on peut observer sur cette partie-ci. Alors ce sont les prix du WTI, il faut garder en tête qu'il y a toujours une différence de prix entre le Brent et le WTI, une différence de prix qui est historique et traditionnelle, un spread que l'on mesure souvent aux alentours des 3 $, ce qui nous donnerait donc un WTI à 51-52 $ courant 2026. Sur ce graphique-ci, on peut retrouver les prévisions de quotas de l'OPEP+, en gris, ainsi que les projections de l'EIA sur la production de l'OPEP+, pendant la période de 2026, donc la période de l'année prochaine. Et ce qu'on peut constater, c'est que l'EIA anticipe une production de l'OPEP+, qui est inférieure au quota. C'est très intéressant puisque l'objectif de l'OPEP+, étant de 38,5 millions de barils par jour, cela impliquerait une baisse de 1 à 1,3 million de barils par jour, ce qui limiterait l'excédent d'offres et soutiendrait les prix à la hausse. Les exportations russes de pétrole et de produits pétroliers restent, eux, à leur plus bas niveau depuis 3 ans. Cela s'explique pour plusieurs raisons. Premièrement, les attaques ukrainiennes la semaine dernière ont mis à l'arrêt pendant un certain temps les activités de pétrole russe en mer Noire, mais également des événements géopolitiques qui pourraient intervenir l'année prochaine et qui nuiraient aux exportations russes de pétrole. On parle potentiellement d'une Inde qui se retirerait du marché russe du pétrole progressivement dans le cadre d'accords avec les États-Unis sur les droits de douane américains. Il faut savoir que l'Inde représente 37% des importations indiennes de pétrole sont russes en 2024, contre 2% en 2021, et cette hausse spontanée d'achat de pétrole russe s'était faite puisque le pétrole russe était vendu avec une décote due au boycott international contre la Russie. L'Inde en a fortement profité pour booster artificiellement et soutenir les prix de l'énergie à la baisse, mais l'Inde pourrait se retourner dans le cas d'un accord avec les États-Unis, comme précisé auparavant. Ce serait dramatique pour les exportations russes de pétrole qui devraient trouver une autre demande structurelle pour assouvir leur offre. Saudi Aramco, réduit de 30 centimes le prix du pétrole pour ses clients asiatiques en janvier, signe d'une demande faible. Nous passons désormais sur un graphique montrant les stocks de pétrole aux États-Unis. Alors je vais vous le mettre en grand écran pour que vous puissiez voir un peu plus clair.
C'est intéressant de regarder la courbe en noir en pointillé qui représente la moyenne des stocks aux États-Unis selon la semaine de l'année, en abscisse donc, les semaines. Et en vert, ce sont les stocks de cette année. Et ce qu'on peut constater, c'est que toute l'année, les stocks de pétrole aux États-Unis ont été inférieurs à la moyenne des 5 dernières années. Cette faiblesse des stocks avait contribué à la hausse des prix des produits raffinés et on utilise un spread, un écart de prix pour évaluer l'importance et la hausse des prix raffinés. On appelle ce spread le crack 3 de 1. Donc, le crack 3 de 1, c'est la différence, le spread crack 3 de 1, c'est la différence entre le prix du pétrole brut et le prix des produits raffinés, notamment la gasoline. Il faut savoir que début novembre, le crack 3 de 1 était monté à ses plus hauts depuis 2024 à près de 32 $. Il est désormais descendu à 24 $, alors que justement, les stocks de pétrole américains étaient remontés et avaient dépassé les stocks de 2024 qui sont ici, on ne les voit pas très bien en tout petit. Et il y a donc une corrélation forte entre la hausse des stocks et la baisse de ce spread qui est largement regardé par les experts du pétrole. Le gaz naturel, lui, a corrigé en début de semaine. Après une hausse très importante la semaine dernière, il a testé les 5,5 $ en fin de semaine dernière. Et ce qu'on peut constater sur le graphique que je vous montre ici, c'est la demande de chauffage aux États-Unis. La demande de chauffage est ici en orange pour cette année. Et on peut constater évidemment que pendant l'été, donc de juillet à août, juin, juillet, août, sur cette période, la demande en chauffage est presque nulle. Ce qui est logique, en été, les Américains ne chauffent pas. Et par contre, on a une forte saisonnalité de la demande en chauffage, puisque l'hiver dernier et cet hiver, évidemment, la demande a fortement augmenté. Ce graphique nous permet d'avoir des estimations des demandes de chauffage pour la semaine prochaine. Vous voyez ici, le 13 décembre est représenté par cette ligne. Après le 13 décembre, le marché s'attend à ce que les demandes en chauffage baissent et qu'elles baissent en deçà de la moyenne des 5 dernières années, ici en blanc. Et c'est justement cette baisse liée à une révision des prévisions météorologiques qui a provoqué la correction dans le gaz naturel. Alors je vais vous montrer ça de plus en détail. Ici, on retrouve une carte des États-Unis qui nous permet de voir la disparité avec des moyennes de saison qui sont complètement battues sur la partie ouest du pays. Les températures sont plus hautes que les moyennes de saison. Alors que côté est, les températures de saison, excusez-moi, sont beaucoup plus basses que les moyennes de saison. Important de souligner également que la variation implicite des stocks la semaine dernière a indiqué une baisse qui pouvait atteindre les 200 milliards de pieds cubes. C'est une baisse très importante, mais il convient de garder en tête que les stocks de gaz naturel ont l'habitude de baisser en hiver, puisqu'en réalité, elles sont faites à l'été pour être utilisées en hiver. La demande reste forte et la production américaine atteint, elle, des niveaux records. Je veux passer quelques instants pour vous montrer le graphique de prix du gaz naturel qui ont augmenté fortement depuis septembre. Depuis septembre, on est passé de près de 2 $ à 5,5 donc la semaine dernière. Et donc, ce qui nous permet de relativiser sur la correction récente vers les 4,8 $ qui constitue un support majeur que l'on peut observer via la moyenne mobile à 14 jours. On ne la voit pas très bien ici en bleu. Mais le gaz naturel pourrait rebondir sur ces 4,8 $ et soutenir des prix importants pour la suite de l'hiver. Les données de stock hebdomadaires, eux, sortent ce jeudi et pourraient donner une direction au cours. Désormais, on va parler un peu de l'argent qui inquiète quant à l'offre. La disponibilité de l'offre d'argent dans les mois à venir est renforcée par une forte activité d'achat sur les ETF, une forte spéculation. La réalité économique est également là. Les stocks à Shanghai sont au plus bas depuis 10 ans, ce qui aggrave les tensions sur l'approvisionnement, dans un contexte où la Chine reste le premier consommateur mondial d'argent. L'offre est également menacée par les problèmes d'extraction de cuivre. L'argent est souvent extrait en même temps que le cuivre. Et les prévisions à court terme nous donnent un possible test des 83 $ l'once. Je vous invite à regarder les vidéos qu'on mettra en description d'Antoine Andréani, notre directeur de recherche, les vidéos du Good Morning Market qu'il effectue les mardis, mercredis et jeudis.
Cette semaine, il a proposé 2 vidéos sur l'argent qui pourraient vous intéresser mardi et mercredi. À noter pour l'argent également un risque politique important puisque l'argent pourrait réagir à la sélection d'un nouveau président de la Fed début 2026. Un constat que l'on peut faire également pour l'or. Et je vais vous montrer maintenant un graphique qui montre le ratio entre l'or et l'argent au fil des années. Au fil des années, l'or a surperformé l'argent, mais dernièrement, le silver a surperformé largement l'or, c'est ce qu'on peut constater sur l'année 2025. Il est même descendu en dessous de la moyenne historique des 10 ans, que vous observez ici en jaune, à près de 72. Le cacao, pour terminer, qui est encore sous pression depuis le début de l'année. Le graphique que vous avez sous les yeux va vous montrer les évolutions du prix du cacao. Donc la courbe verte représente le prix du cacao, les changements des prix du cacao depuis le 1er janvier 2025. On voit la baisse continue tout au long de l'année et on arrive sur les périodes d'hiver qui, historiquement, comme on peut observer en arrière-plan sur ce graphique, historiquement, les prix du cacao ont augmenté fortement en fin d'année. C'est une saisonnalité classique du cacao et c'est un phénomène qu'on commence à observer pour cette année également. Les prix du cacao se sont donc stabilisés à des niveaux assez bas, au-delà des 5 000 $. Bloomberg prévoirait une fourchette entre 5 500 et 6 500 $ la tonne en 2026 en raison d'une meilleure visibilité sur les récoltes futures, mais également sur une reprise de la demande. Quelques éléments encore sur le cacao, notamment sur le marché du chocolat. La croissance modérée des ventes de chocolat, donc plus 2% par an jusqu'en 2035, contre une moyenne historique de 2,5%, est freinée par les hausses de prix des 2 dernières années. Cette hausse des prix, donc, alimente les doutes concernant la reprise de la demande l'année prochaine, ce qui implique que l'excédent prévu pour 2025 et 2026 soit aussi important. On s'attend à un excédent de 175 000 tonnes qui est dû donc à la reprise de la production ces 2 dernières années et à la baisse de la demande. À noter également que les traders garderont en tête les perspectives météorologiques qui sont très importantes pour le cacao et notamment les éventuels phénomènes météorologiques comme celui de la Niña qui pourrait, à partir de mi-2026, améliorer la production pour la prochaine saison de récolte. Les conditions météorologiques actuelles sont favorables en Afrique pour les prochaines récoltes. Et je voulais terminer cette vidéo du jour en vous parlant d'un graphique, ce graphique à gauche. C'est un graphique qui permet de rendre compte de l'arrivée des fèves de cacao, des livraisons, dans les ports ivoiriens en 2023, 2024 et 2025, représentés par des couleurs différentes. Argent, la couleur orange, excusez-moi, pour 2023, la couleur grise pour 2024 et la couleur bleue pour 2025. On voit en abscisse les différentes semaines, les semaines de l'année donc 2025. Et ce qu'on constate, c'est que sur les premières semaines de récolte de la saison, 41, 42 et 43, sur ces semaines-ci, les livraisons aux ports ivoiriens ont été inférieures à 2024. Ce qu'on constate ici, là, ici, ici et ici. Alors qu'à partir de la semaine 44, les livraisons ont commencé à s'accélérer, ce qui souligne de très bonnes récoltes et donc une hausse de la production en Côte d'Ivoire. Elles ont même dépassé à 3 reprises les 100 000 tonnes hebdomadaires, ce qui contribue évidemment à renforcer le sentiment de surproduction et l'excédent prévu pour cette saison. Ces éléments viennent conclure donc notre vidéo matières premières et fondamentaux. Je vous invite à liker et à partager la vidéo si vous l'avez appréciée. Et je vous invite également à nous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode de matières premières et fondamentaux. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin de journée. À bientôt.